Voilà une tâche un peu compliquée. Essayez de vous faire un tour plus ou moins exhaustif des lieux de l'Electrolab. L'Electrolab, c'est un hackerspace qui fait à peu près 1500 m², avec, comme vous le voyez, l'entrée et les lieux de convivialité, pour enchaîner directement avec toute une zone massive réservée à l'électronique. Comme vous pouvez le voir, du stockage, des machines complètement foldingotes pour un amateur comme moi. Énormément de choses, parce que justement le but c'est de pouvoir quasiment tout faire. Des composants, des machines, plein de choses, et bien sûr une petite station radio amateur, parce que sinon ce serait vraiment pas fun. On continue un peu la visite avec justement le coin projet, et puis une zone qui est réservée à la couture et aux arts graphiques, on va dire, qui a été mise en place il y a de ça quelques mois. Et on continue notre visite qui va être un peu rapide, et donc je peux que vous inviter à aller faire une visite le mardi soir. Ici la zone méca, la petite zone méca, et on rentre dans le Saint Graal, la zone méca de psychopathe, avec une ajusteuse, avec des marbres, avec des tours, des fraiseuses, certains traditionnels, d'autres numérisés, d'autres complètement numériques. C'est une zone pour quelqu'un comme moi qui adore la mécanique et qui adore la fabrication, qui est juste complètement dingue, et qui fait un des intérêts de l'Electrolab, outre le mix de tous ces éléments à droite à gauche. On a bien sûr une petite découpeuse laser, un gros tour numérique que vous voyez ici, et plein de matériel pour la soudure, pour la fonderie, plein de choses à droite à gauche qui vont vous permettre, justement, puisque c'est le but, de faire plus ou moins tous vos projets. Comme je l'ai dit, c'est illusoire de vous faire visiter tout ça. Je vous invite à aller leur rendre visite et faire une des fameuses visites du mardi soir, pour vous donner un peu une autre vision, et une vision un peu plus globale. Donc moi c'est Hippolyte Lenymphe, dit Hippo, j'ai 32 ans. Alors j'ai rejoint l'Electrolab en tant que membre il y a un peu plus d'1 an, et on m'a proposé le poste de Fab Manager que j'ai rejoint du coup en juin 2023. Donc l'Electrolab, c'est un hackerspace qui est présent du coup à Nanterre, dans la zone industrielle de Nanterre. Et donc du coup on a 1500 m² d'atelier dans lequel on a plein de choses différentes, plein de machines. On est ici en loc, donc on a une location en bail industriel, et on loue du coup les 1500 m² de lieux, voilà. Alors on a des horaires qui sont plutôt l'après-midi. Historiquement c'était plutôt le soir qui était ouvert le lieu, c'était plutôt le mardi soir et le jeudi soir. Les ouvertures du coup maintenant c'est de 14h jusqu'à 19h tous les jours. Les mardis soir et jeudi soir c'est nocturne, donc ça va jusqu'à minuit et plus si affinité. Très souvent plus si affinité. Et le week-end, c'est les membres qui ouvrent. Du coup, c'est pas une ouverture de la part du staff, c'est les membres qui s'occupent de l'ouverture. Et ça va de 14h jusqu'à minuit et plus, voilà, le samedi et le dimanche. C'est hyper intéressant comme question, et je vais me permettre de pas mal développer. On a eu une visite il y a très peu de temps de quelqu'un, c'était littéralement mardi dernier, qui fait partie de l'Espace Maker au Québec, et qui m'a dit que c'est impressionnant à quel point le lieu ressemble au leur, mais est différent aussi. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il y avait plein de points de similitude, le fait d'avoir des machines, le fait d'avoir plein d'outils partout, et aussi plein de points de subtilité sur telle machine qu'on avait récupérée, tel élément. Donc dire qu'est-ce qui est unique dans le lieu, je pense que
les 1500 m² fait quand même une particularité assez importante. Et le fait qu'on parte aussi bien sur des machines pour faire de l'électronique, de la mécanique, on a une partie radio amateur, on a une partie couture art graphique, donc on part dans vraiment plein de directions. C'est choisi par les membres, c'est pas choisi par le staff, c'est-à-dire que c'est vraiment les membres qui ont dit tiens, je ferais bien de la couture en même temps que de l'électronique, j'aurais besoin de mettre un petit espace pour faire ça. Et au final, ça s'est vachement étendu. Donc je pense que c'est pas mal de points qui fait la singularité du lieu, mais surtout son volume et son quantité de matériel qui est assez impressionnant, même délirant des fois. Exactement, bah ouais, il y a électro, donc la partie électronique. C'est ce qui a plus ou moins conduit à la création de ce lieu. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une entreprise qui a possédé le bâtiment, qui n'utilisait pas une partie de son sous-sol. Il y a un des employés qui a demandé est-ce que c'est possible de l'utiliser pour faire un petit club d'électronique. Et c'est comme ça qu'a démarré Electrolab. Donc on a commencé dans très peu de mètres carrés, on avait une vingtaine de mètres carrés, et puis au fur et à mesure, ça a grossi petit à petit. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Electrolab V1, on est monté jusqu'à 150 mètres carrés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on était sur liste d'attente pour venir visiter le lieu. C'est-à-dire que les gens qui demandaient à faire une visite le mardi soir, la visite historique qu'on fait, étaient sur liste d'attente pendant plusieurs mois. On appelait les gens le matin même pour leur dire c'est possible ce soir de venir, et les gens venaient quand même. Donc il s'est pris la décision de la part du pôle administratif de comme quoi il fallait agrandir parce que c'était pas possible de rester comme ça. Et donc du coup on est parti sur 1500 mètres carrés. Donc pas mal d'électronique au départ, mais l'électronique, il faut bien la mettre dans un boîtier. Il faut bien la mettre dans tas de choses et c'est pratique de pouvoir bricoler un petit peu de méca, sachant que on est pas loin de Paris, il y a pas mal de membres qui sont sur Paris. Pouvoir taper au marteau le soir tard sur telle chose sans avoir les voisins qui débarquent, c'est quand même pratique. Donc du coup, il y a un peu de mécanique qui s'est mis en place et après, au fur et à mesure, c'est de développer plein de pôles. Et donc aujourd'hui, on a une zone projet qui est centrale dans laquelle en fait il y a les gens qui peuvent poser leur projet et aller dans les différentes zones. Et donc on a de l'électronique basique, type fer à souder, simple oscilloscope, du coup pour prendre des valeurs de mesure à droite à gauche. Après on a une partie prototypage d'électronique dans lequel on peut créer des PCB. On a de quoi créer même la carte électronique et pas seulement juste mettre les composants dessus, mais on a de quoi du coup assembler les composants sur la carte électronique. On a de quoi analyser après derrière. On a un pot vibrant qui a été servi donc du coup à tester des cartes électroniques qui aujourd'hui sont dans l'espace. On a une carte qui s'appelle la Spino qui est aujourd'hui sur un des satellites, un CubeSat. Donc ça c'est pour la partie électronique. Après on a une partie impression 3D qui s'est faite assez rapidement, même au début du lab, avec de l'impression en dépôt de fil. Donc il y a eu un moment pas mal de machines RepRap dans le lieu. Et puis petit à petit, il y a eu de moins en moins de besoins en fait, d'impression 3D avec la démocratisation quand même de la partie FDM, dépôt de fil. Et donc on s'est équipé pas mal en résine aujourd'hui, qu'on est en train de mettre en place, de finir de mettre en place pour la partie ventilation, pour pouvoir donner accès à cette partie-là, pour l'impression 3D. On a une partie du coup radio ham, parce qu'en fait on a pas mal de membres qui touchent au domaine du spatial, que ce soit du côté amateur que du côté pro. Et donc du coup on est référencé comme radio amateur, on a un identifiant radio amateur, et on est station sol, donc du coup pour plusieurs projets scientifiques. Station secondaire, donc besoin pour les CubeSats d'avoir une station secondaire lorsqu'ils ont une première station de communication. Donc on a une antenne sur le toit qu'on a récupérée sur un camion de l'armée suisse. On a une parabole aussi qui pointe sur un satellite géostationnaire sur lequel on fait de la communication et on fait de la diffusion. On a fait de la diffusion de vidéos dont l'AMSAT qui fait des rencontres du coup de membres radioamateurs tous les ans, et on diffuse sur le satellite directement à la fois sur Twitch
du coup directement via internet, et sur le satellite on diffuse la vidéo et le son pour que les radioamateurs puissent suivre du coup ces rencontres-là à distance. Donc ça c'est pour la partie radioamateur. Il y a eu une partie drone à un moment qui s'est pas mal développée. Et puis un certain nombre de lois sont passées interdisant certains poids, certains volumes. Donc du coup, il y a eu un peu une mort dans l'œuf du projet, mais voilà, il y a encore des restes de drones un peu à droite à gauche. On a un fort pôle robotique, parce qu'on a 2 équipes de robotique qui sont là à demeure, donc qui font la Coupe de France de robotique, qui est quelque chose qui est organisé par Planet Science. Et donc du coup, ils ont une table du coup, sur laquelle ils peuvent avoir leurs robots et tester tout ce qui va être programmation, parce que c'est des robots autonomes, donc ils testent les stratégies même de match sur la table directement. Donc ça c'est pour la partie robotique. On a 2 équipes du coup qui sont présentes à l'année et qui montent leurs robots et entraînent leurs robots ici. On a toute une partie couture graphique qui s'était placée dans un petit coin d'électronique à un moment, parce qu'ils en avaient marre de sortir les machines à coudre en projet pour les ranger le soir. Donc ils ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient se mettre. Tu as un exemple par exemple de duocratie, ce qu'on appelle duocratie au lab, le fait que les membres les membres organisent le lieu comme en fait ils ont l'envie d'utiliser et comme ils peuvent l'utiliser. Ils ne sont pas venus demander est-ce que c'était possible potentiellement d'avoir une petite zone dans un coin pour pouvoir mettre. Ils ont dit non, ça saoule, on a besoin de sortir les trucs à chaque fois. Où est-ce qu'on peut se mettre quoi? Où est-ce qu'on peut se placer? Et donc du coup on a fait la place de façon à ce qu'ils puissent se placer correctement et pas avoir. Et donc du coup, vu qu'il y a pas mal de monde qui commence à utiliser la partie couture graphique, on a sorti une zone complète. Donc on a fait pousser une pièce dans laquelle on a toute la partie couture classique. On a une partie brodeuse numérique, parce qu'on a un projet qui s'appelle Open Embroidery, sur lequel on a de la brodeuse du coup CNC qui est un kit qui vient se coller par-dessus la machine à coudre en open source. On a du tricot numérique. On a toute une partie aussi découpe vinyle, impression sur traceur, impression grand format. Et on est en train de rétrofit un vinyle cutter aussi pour faire du scan très haute définition et de la découpe laser petite diode pour faire du patronage du coup de tissu. Donc toute cette zone un peu tissu, on a aussi la sérigraphie qui se fait dessus, dans cette zone-là. Et puis après, on a toute la zone méca, qui est un gros pôle, comme peut être l'électronique de la zone. Donc on commence en entrant dans une zone qui s'appelle du coup Mecha Light, dans laquelle on a un peu de matériel pour commencer à faire de la mécanique légère dès qu'on a besoin de faire un peu d'assemblage. Et après, on a une zone mécanique un peu plus avancée, mais mécanique lourde, sur laquelle on a plein de choses. On a du tour conventionnel, numérique, on a de la fraiseuse conventionnelle numérique, de façon à pouvoir donner la possibilité de faire plein de choses du coup en méca. Et sur la partie méca, ouais, on est sur un bon quart de la surface qui est pris par la partie méca. Ouais. Voilà. Alors niveau public, on est hyper large au niveau des publics qui viennent. Ça peut être aussi bien des professionnels qui ont un pied soit dans l'électronique, soit dans la mécanique. Mais on a aussi du public qui est complètement néophyte dessus et qui viennent simplement découvrir le lieu, découvrir ce que c'est, et qui des fois, et on l'espère le plus possible, restent et viennent un peu découvrir qu'est-ce que c'est que ces métiers, qu'est-ce que c'est que ces machines, comment on utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comme je dis, comme je peux dire, on a aussi bien des personnes qui viennent faire un peu de découpe laser pour faire un peu de déco chez soi de bois, que des personnes qui viennent faire des parties de satellites qui vont aller dans l'espace. Donc on a un panel en fait de projets et un panel en fait de public qui est extrêmement divers et hétérogène. Alors, on a une participation aux frais, ce qu'on appelle. On cherche à avoir quelque chose qui est complètement accessible. Donc on est à 20 € par mois du coup sur cette participation-là. Si c'est trop cher, on s'adapte, on fait moins.
pour des étudiants par exemple, pour des personnes qui n'ont pas forcément les sous pour. On cherche en fait à ce que ça ne soit pas du tout un frein au fait de l'accessibilité au lieu. C'est-à-dire si quelqu'un a moins, il donnera moins. Si quelqu'un a plus et qui a envie de donner plus, avec grand plaisir pour avoir plus. Et c'est la seule condition du coup pour accéder à la partie atelier. La partie convie, la partie discussion conviviale, lounge, etc. est accessible à tout public. On n'est pas obligé d'être membre pour y avoir accès. Par contre, la partie atelier et donc l'accès à toutes les machines se fait juste avec la partie entre guillemets adhésion. Alors on a un bureau du coup de CA qui est du coup élu chaque année, qui est constitué d'entre, il me semble le plus bas ça a été 12 membres, entre 12 et 15 membres. Et donc c'est eux qui prennent toutes les décisions de grande direction à suivre, la politique en fait du lieu, toutes les décisions administratives à prendre, c'est plutôt de ce côté-là. Après, on a toute la partie du coup qui va gérer le lieu au quotidien. Ça se fait conjointement entre les membres bénévoles et la partie staff. La partie staff est là vraiment juste pour avoir une présence assurée au quotidien et accompagner les personnes sur des sujets qui sont un peu comment dire, rébarbatifs, des choses qui sont à faire du côté administratif, gestion des maintenances des machines les plus courantes. En gestion, du côté staff, on a 2 machines qu'on gère. Tout le reste est géré par les membres bénévoles, les réparations, les maintenances. Et donc du côté staff, on a seulement impression 3D et découpe laser, parce que c'est les machines les plus utilisées. Et donc c'est les seules machines où on demande une participation monétaire à l'utilisation de la machine, parce que c'est du temps salarié qui est pris dessus. Tout le reste, c'est-à-dire aussi bien la fraiseuse que tous les fers là, à souder qui sont derrière moi, c'est géré entièrement par les bénévoles. On n'a pas eu beaucoup de conflits. Discuter, ça principalement. On a pour ça des gens qui sont très bien et qui arrivent à adoucir les choses. On n'a pas eu trop de conflits, comment dire, vraiment embêtants, qui sont allés vraiment très loin. Mais c'est souvent des désaccords sur la façon de ranger, la façon d'utiliser un outil, la façon de... Voilà, il y a eu des moments de frottement. On est un lieu dans lequel on vit, dans lequel il y a beaucoup de monde qui vivent en fait, clairement, parce qu'on a des gens qui passent vraiment une grosse partie de leur temps ici. Donc il y a eu des frottements, mais jamais vraiment de choses qui sont allées très loin. Et si jamais vraiment il y a un souci, c'est la partie du coup bureau qui s'occupe de cette partie-là. Oula, alors budget, je vais malheureusement pas très bien en parler parce que j'ai pas les chiffres en tête. Je pense que tu vas avoir plutôt Cécile ou Vincent qui vont pouvoir plus en parler. On est sur des frais qui sont quand même hyper importants. On a un loyer aujourd'hui qui est à plus de 10 000 € qu'on doit payer tous les mois, plus les LEC qui s'élèvent plus ou moins au même montant, plus après toutes les charges, parce que du coup on est 5 salariés, donc du coup on a 5 salaires à sortir. Et ça fait beaucoup de frais engagés tous les mois. Les cotisations, enfin les adhésions et les participations aux frais sont uniquement une participation aux frais. Si on devait calculer à peu près combien ça devrait coûter pour que le lieu soit à peu près à l'équilibre, et encore, on serait de l'ordre des 130-150 € par mois. Donc on est bien loin parce qu'on a des subventions derrière qui nous permettent de fonctionner, on a pas mal de rentrées d'argent, on a aussi pas mal de dons, ça on vit beaucoup grâce aux dons, que ce soit de particuliers que d'entreprises, qui nous aident beaucoup, mais on est sur telle chose, on n'est vraiment pas à l'équilibre et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une dette une dette auprès de notre bailleur qui, due au Covid, est due à pas mal d'autres choses qui est encore à payer, plus d'autres choses. Donc c'est une situation un peu compliquée aujourd'hui. On cherche à s'exporter sur soit un rachat de bâtiment, soit autre chose, de façon à ne plus avoir un loyer à payer et pouvoir arrêter de courir après des subventions pour payer un loyer et d'autres choses.
Donc on cherche voilà, soit être propriétaire du bâtiment, soit un bail amphithéotique. Et c'est compliqué à avoir, compliqué à trouver. Et 1500 mètres carrés aussi, c'est petit finalement. Pour le nombre de machines qu'on a, ça peut paraître grand, mais pour le nombre de machines qu'on a et le besoin d'espace de chaque machine et de chaque pôle et de chaque chose, en fait, on aimerait bien un petit peu plus. Alors, en membres qui ont aujourd'hui une participation aux frais, on est de l'ordre des 220-230, il me semble, dans les derniers chiffres. Et au niveau vraiment noyau dur actif, on est sur une trentaine, quarantaine de membres qui sont là quasiment toutes les semaines. Non, pas du tout. Comme l'association n'est pas dans des bonnes finances énormes, donc du coup j'ai pas un salaire qui est extrêmement élevé, on est sur un 1800 brut mensuel, voilà. Ce qui correspond quand même pas mal au salaire moyen en femme manager, donc franchement ça va, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Je suis venu parce que je cherchais un lieu dans lequel je pouvais faire de la découpe laser, un peu d'impression et un lieu où je pouvais avoir un atelier pour faire 2-3 petits trucs. Il s'est avéré que c'était beaucoup plus que ça, en fait j'ai découvert vraiment un lieu hyper intéressant. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rester ici, c'est que quel que soit le moment où je venais ou quelles que soient les personnes qui étaient présentes, j'apprenais toujours un truc hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait aussi bien des discussions sur comment télécommuniquer avec l'espace, un CubeSat, dans quelles conditions, que de la mécanique auto à un moment, voilà. Et à chaque fois qu'il y avait des discussions le soir avec les membres, j'apprenais toujours un truc, j'apprenais toujours un truc technique, une théorie, un truc, et c'était vraiment hyper intéressant, ce qui m'a fait un peu rester. Et j'étais fab manager du coup au campus Versailles, pour l'année 2022 du coup. Et mon poste s'est arrêté et j'ai proposé, voilà, comme j'avais plus de poste, est-ce qu'il y avait un besoin en tant que fab manager ici. On m'a dit ouais, on cherche fab manager justement parce que Sylvain, qui était avant fab manager, est passé sur du coup une filiale de l'Electrolab, en partie pour payer du coup cette problématique de loyer et autres. Et donc du coup il y a une filiale de l'Electrolab qui s'est créée, une filiale entreprise. Lui est parti dirigeant du coup de cette filiale, donc il y avait un poste à pourvoir de fab manager et j'ai signé direct, sans hésiter. Cette diversité de personnes qui sont présentes, vraiment ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper sympa, et de pouvoir discuter sur plein de thèmes différents, plein de sujets différents, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Au niveau me plaît le moins, il y a ce côté infini de rangement qui est problématique. Au départ, c'était un des éléments de friction dont on parlait tout à l'heure, de temps en temps, qui se faisait sur la partie rangement, mais je me suis un peu calmé sur cette partie-là, j'avoue. Et surtout en discutant avec d'autres lieux qui me disaient, franchement, l'Electrolab, ça va, c'est pas trop le bazar. Donc bon. Je te confirme. Donc voilà, ça confirme mon idée de... Voilà, il ne faut pas non plus aller trop dans l'extrémisme du rangement. Donc ouais, c'est ça, l'un des points qui reste quand même assez problématique, c'est que 1500 m², c'est bien, pas quand il faut chercher un outil dans les 1500 m². Ça devient beaucoup plus problématique. C'est intéressant comme question. J'ai un peu une définition, pas administrative, mais vraiment définition sur le papier, c'est vraiment le lieu dans lequel les gens viennent faire ce qu'ils ne peuvent pas forcément faire à la maison, ce qu'ils ne peuvent pas faire au boulot. Donc sa définition pure du troisième lieu, quoi, du tiers-lieu. Après, je trouve que c'est vraiment des lieux de vie, des lieux où les gens viennent se faire de l'expérience, apprendre des choses,
se confronter à des choses, discuter. Et donc du coup, voilà, c'est un espèce de mélange de ce côté très définition du troisième lieu et du côté très vie, très lieu de vie en fait, qui me paraît être la définition plutôt pas mal de tiers-lieu. Alors ici on a Hackerspace, voilà, on s'est posé la question il y a quelques années de est-ce que l'Electrolab était un Fab Lab ou non, et s'est pris la décision que non, en fait on était vraiment sous le format de Hackerspace. Mais la définition entre ces différents termes n'est pas ténue, hein. C'est clairement les bords sont flous entre Fab Lab, Hackerspace, Makerspace, Tech Shop, etc. Souvent, ça se joue souvent à des petits détails. Donc j'ai plutôt tendance à dire que Hackerspace, c'est une des singularités du grand terme Makerspace qu'on peut entendre, qui, je trouve, regroupe bien en fait cet ensemble-là, les endroits où on fait les Makerspace. Ça me semble une définition assez générale qui regroupe ce côté Fab Lab qu'on peut avoir dans un cas, Hackerspace dans un autre, Tech Shop, voilà. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. En fait, on a quand même pas mal de membres qui viennent le mardi soir à la visite et qui découvrent un lieu et qui ont un effet waouh à chaque fois, qui est assez important, assez impressionnant. Et il ne faut pas hésiter à venir subir cet effet waouh aussi, voir un peu comment ça fonctionne, voir un peu l'effervescence et le fonctionnement du lieu qui est assez intéressant à venir voir au moins une fois dans une vie. Super, merci. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Je m'appelle Vincent, j'ai 49 ans et je suis venu à l'Electrolab il y a longtemps, fin 2011. Je suis entré par l'impression 3D parce que j'ai pas de cursus technique ou scientifique ou autre. Et c'est un domaine assez abordable. Je suis rentré par ça et en fait, de fil en aiguille, je me suis principalement retrouvé à m'occuper de la gestion du lieu. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis président de l'association. L'Electrolab, donc on est à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, sur le RER A. On a beaucoup de chance, la station Nanterville, donc on est très accessible pour toute l'Île-de-France. Donc on est sur 1500 m² actuellement. Un local qu'on loue avec un bail commercial, 10 300 € par mois, ce qui est un vrai sujet. Voilà, on a un peu plus de 200 membres à l'heure actuelle. On en avait 350 avant la crise Covid, donc on a un peu pris cher, on est descendu à une centaine, hein, ça remonte tout doucement. Voilà. Ce qui fait de l'Electrolab un lieu unique, en premier lieu, c'est la communauté, c'est les gens. C'est-à-dire que ça démarre donc en fin 2010, début 2011 avec une bande de passionnés venant de plein d'horizons différents, avec une énergie débordante et voilà, et la communauté n'a fait que, alors, a grandi puis s'est rétréci, mais pour repartir après, mais ce qui fait que c'est unique, et c'est pour ça que chaque lieu est unique, c'est que c'est les gens qui sont dedans qui font, qui donnent l'ADN du lieu et ce que ça devient et ce qu'on en fait, quoi. Alors les activités sont assez variées. En fait, on les classe un peu en deux catégories. Enfin, en tout cas, j'aime bien les présenter comme ça. Il y a tout ce qui concerne un peu le creuset, qui est la partie Hackerspace et tous ces passionnés où donc on a de l'électronique, de la mécanique, une zone art graphique et couture, de la fonderie, de la radio, de l'impression 3D. J'en oublie probablement, mais voilà, il y a toutes ces zones d'activité avec des gens qui viennent pour des projets perso. Assez divers et aussi des projets qui sont menés par le lab. Et ensuite il y a tout l'autre pendant qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Alors le lieu est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr, mais en plus on a des actions tournées vers l'extérieur, vers des publics spécifiques comme des chercheurs d'emploi, des jeunes, des enfants, des collégiens, les femmes en particulier, où on fait par exemple la médiation numérique orientée vers les femmes
avec un programme qui s'appelle Coder au féminin. Voilà, ça peut être aussi des retraités, qui ont d'ailleurs, des retraités sont venus faire leur premier pas en code ici à l'Electrolab, c'était super. Voilà, donc on a ces deux jambes-là, on va dire. Je pense que alors, comme je le disais déjà, il y a la communauté, forcément elle est unique. Ensuite, dans les activités, il y a eu d'emblée la volonté de repousser les limites le plus loin possible en permanence pour que la réappropriation des objets scientifiques, techniques et cette notion de culture industrielle aille le plus loin possible. Et voilà, et donc comme il y avait des gens très motivés, c'est allé assez loin. Donc, et donc ça se traduit concrètement par quoi? Par exemple, on a une zone usinage qui est hors du commun, avec des machines de classe industrielle qu'on trouve rarement dans des lieux comme ça, où là, typiquement, on est dans la zone élec, on a un pot vibrant pour tester des cartes électroniques, on n'en trouve pas partout. Il n'est pas en fonction à l'heure actuelle, mais il a fonctionné et on doit le refaire fonctionner. On a un microscope à balayage électronique. Pareil, ça ne se trouve pas partout. Donc voilà, il y a à la fois les gens, la communauté, et il n'y a pas que des experts, hein, avec vraiment, déjà c'est très varié, mais avec des gens qui viennent avec très peu de connaissances, comme c'était mon cas, et des experts dans des domaines. On a tout ce mélange-là qui est très atypique et qui fonctionne bien parce que on est vraiment dans le partage. Les gens qui viennent ici adorent, ont vraiment pas de problème avec les gens qui posent des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Donc il y a vraiment toute cette notion de partage qui est fabuleuse. Et ensuite, voilà, comme ça a bien pris, que ça a bien marché, il y a aussi tous les équipements et 1500 m² d'ateliers et d'équipements hors normes en fait. Ah, c'est vraiment très varié. Alors déjà, pour être membre de l'Electrolab, il faut avoir 15 ans ou plus. Et en dessous de 15 ans, on peut venir, mais il faut être accompagné. Donc déjà, en termes d'âge, c'est assez large. C'est très difficile, il n'y a pas de profil type, parce qu'on a des gens qui viennent, on a des étudiants, on a des chômeurs, on a des retraités, on a des gens actifs. Il y a probablement un peu une surreprésentation, on va dire, peut-être d'ingénieurs et d'hommes, hommes blancs, pour aller jusqu'au bout. Mais disons que c'est plus à l'image de commencer par ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a moins de femmes dans plein de domaines en sciences et techniques, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'on questionne hein, d'ailleurs ici. Mais on a, je pense, plutôt plus de femmes qu'ailleurs malgré tout. Et après, comme les gens viennent pour vraiment n'importe quel sujet, de la réparation, de la création, on a des artistes, on a vraiment de tout, il n'y a pas de profil. Ouais. On n'échappe pas donc à l'ambiance générale, on va dire. Je pense que si on prend par exemple la question des femmes, on est très attentif, nous, à ce que tout se passe bien ici. Et dans les rares cas de gens qui ont été exclus, il y en a eu 2, sur 3, il y en a eu 2 où on est tout de suite intervenu sur des remarques déplacées, des choses comme ça, des comportements déplacés. Donc on est très attentif, on essaye de faire en sorte que les femmes se sentent bien. Et on leur a posé la question hein, d'ailleurs, et les retours étaient plutôt positifs, et étaient même très positifs. Et en tout cas pour celles qui étaient là, il n'y avait pas de souci. Sur l'aspect ethnique, pareil, alors il y a une sous-représentation. Est-ce que c'est une sous-représentation? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une diversité ethnique. Je pense que là où c'est le plus difficile pour nous, c'est plutôt sur et ça peut se conjuguer du coup avec l'ethnique, c'est sur toucher des populations plus fragiles. Et pourtant on est à côté d'un QPV et il y en a plusieurs à Nanterre et il y a toute une population qu'on aimerait toucher plus fortement, mais c'est difficile. Je pense c'est des personnes qui ont plus de problèmes de légitimité à venir. Et donc du coup, c'est plus difficile. L'approche qu'on a de nous, c'est du coup de s'appuyer sur des associations locales qui sont au quotidien dans les quartiers et de les toucher comme ça, et avec des gens qui savent, qui ont déjà les contacts. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. En tout cas, au moins, on les touche ponctuellement. On continue. En tout cas, c'est une volonté pour nous d'avoir toute cette diversité. Et c'est un travail de tous les jours. Oui. La mienne, moi je reste attaché à la définition sociologique du mot.
C'est-à-dire que c'est ni la maison ni le travail. Et du coup, voilà, moi je vois l'Electrolab et on voit l'Electrolab comme un grand terrain de jeu. Et pour moi, c'est ça principalement. Ouais. Nous c'est vraiment Hackerspace. Et on a choisi, les fondateurs ont choisi de se définir comme ça. On a revoté même, je me souviens, en 2013, parce que la question se posait, les Fab Labs émergeaient et on entendait de plus en plus ce terme-là. Hackerspace peut faire peur, mais Fab Lab, ça ne nous représentait pas. Donc on a décidé, on a voté en AG de continuer à s'appeler Hackerspace et d'expliquer, du coup, continuer à expliquer ce qu'est un Hackerspace. Donc voilà, c'est vraiment ça pour l'aspect bidouille, détournement qu'il y a derrière. Ouais. Alors, sur le papier, on a une organisation très, très classique, un conseil d'administration avec 11 personnes aujourd'hui, un bureau, secrétaire, président, trésorier issu de ce conseil d'administration, voilà, avec un vote des membres tous les ans. Donc ça, c'est classique. La réalité est différente, c'est-à-dire qu'on a des réunions tous les soirs ou tous les lundis soirs avec une partie des salariés et tous les membres qui veulent participer. Et tout le monde est le bienvenu, et y compris pareil, il y a beaucoup de choses qui se passent en journée. C'est un vrai lieu de vie, l'Electrolab. Donc il y a des gens qui mangent ici, qui dînent ici, qui passent leur soirée jusqu'à très tard. Parfois il y en a même qui dorment ici. Et en fait c'est un lieu où les échanges se font en permanence. Et en vrai les sujets peuvent vraiment être abordés et mis sur la table par n'importe qui. Et on est aussi avec en plus ce qu'on a aussi depuis le départ, c'est cette logique de duocratie. C'est-à-dire que c'est ceux qui s'occupent des zones, des machines, qui s'occupent des choses, qui ont la voix la plus forte et la plus entendue au sein du lieu. Quand il y a des conflits, ouais, les personnes et j'avoue j'en fais partie, les personnes qui sont plus à l'aise avec la relation humaine dans ces moments-là et la capacité à la fois à apaiser les choses, mais aussi à essayer de garder un regard critique et pertinent. Les gens qui sont à l'aise avec ça interviennent et ceux qui gèrent le mieux leurs émotions peut-être se mettent en avant et font qu'on trouve des solutions. Mais quitte à aller, mais on n'a pas peur du conflit en fait. C'est-à-dire il y a des gens qui se comportent très mal, ils ne le font pas forcément exprès, ils ne le font pas par malveillance, mais malgré tout c'est un problème. C'est principalement ça qui génère des conflits. Des gens qui pensent savoir faire et en fait qui font n'importe quoi, qui peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres. C'est là où ça monte souvent dans les tours. Et bon, on intervient et puis on fait comprendre à la personne que soit il faut qu'elle arrête de venir parce que ça ne le fait pas, ou elle le sent en général. Hein. Et c'est rarissime. Mais sinon, voilà, on discute et on s'en sort. C'est qui paye pour tout ce bordel? Alors, en premier lieu, les membres, entre les cotisations. Alors, est-ce que c'est en premier lieu? Non, c'est pas en premier lieu, mais disons qu'on va commencer par ça. Les membres avec les cotisations et les dons. En moyenne, ça représente 20-25% du budget. Sur les 13, enfin pas les 13 années, mais sur on va dire depuis qu'on a grossi, qu'on a vraiment pris de l'ampleur, on va dire sur les 6-7 dernières années, on a à peu près 40% de subventions en lycée, mais avec deux fois important. Donc on a été labellisé Fabrique numérique de territoire en 2019. Et manufacture de proximité fin 2022. Donc ça, c'est des montants assez forts. Donc là, ça va être plus que 40%, mais en moyenne, les autres années, il y a beaucoup moins. Donc voilà, en moyenne, c'est 40%. Après, on sous-loue de l'espace. On a des résidents, entreprises, associations et artistes à l'heure actuelle. Ensuite, il y a le bar qui aide un peu. On peut par moment revendre du matériel aussi. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Pas tout à fait, non, parce qu'en fait, on a une dette de loyer. D'ailleurs, ça a été un problème la fin 2023. On a une dette de loyer qu'on est en train de rembourser. Donc là, la pression est maximale. On s'est entendu avec le propriétaire pour faire ça en 2 fois. Donc on a payé la moitié en mars et l'autre moitié, ce sera pour octobre.
Et donc là, en fait, non, on n'est pas, enfin, on s'en sort, on va dire, tous les ans, vu qu'on est toujours là, à coup de miracles et de voilà, ouais, il y a des miracles. Voilà, il faut les avoir bien accrochés, pardon pour l'expression, mais on trouve toujours, jusqu'à maintenant, on trouve toujours des solutions. Là, en fait, on a une perspective que ça se déroule mieux, notamment parce qu'on a créé une filiale, AxelTech, donc qui est complètement séparée de l'Electrolab, qui va mener donc des activités et on espère avoir des dividendes de cette filiale et venir améliorer les revenus du lab. Et à côté de ça, l'autre levier, c'est on travaille pour trouver un autre lieu en fait et pas payer 10 300 €. Donc loyer plus taxe foncière, on est à plus de 130 000 € par an sur un budget de un peu moins de 400 000 quoi. Donc c'est les deux axes sur lesquels on travaille pour pérenniser tout ça. Alors aujourd'hui, on a 4 salariés, plus une personne à mi-temps qui est en partage salarial avec une autre association. Donc on a les salariés en fait, il y a toute la... Dans les grandes lignes, c'est tout ce qui n'est pas vivable pour un bénévole. C'est comme ça qu'on a pensé la chose. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment que la partie bénévolat reste très présente. Et donc aujourd'hui, on est à vouloir mixer vraiment l'aspect pro et le bénévolat et pas oublier le bénévolat. Donc typiquement le lieu est majoritairement géré par les bénévoles. Il y a plein d'actions qu'on mène qui sont faites par des bénévoles. Ce qu'apportent les salariés, c'est de pouvoir être là en journée et de pouvoir faire tout ce qui demande de la récurrence et qui peut être fait pendant un temps par des bénévoles. Ça a été le cas, hein. Mais après on frise les burn-out et on fait autrement quoi. Moi, ma motivation, c'est en fait le collectif, en fait, vraiment. C'est le fait d'être un lieu ouvert où on peut venir participer. Donc, avec cette logique, comme je disais, de duocratie et d'organisation, au final, en réalité très horizontale. Ça me plaisait beaucoup, ça. J'avoue hein, que les sciences et les techniques n'étaient pas forcément ce qui m'a attiré en premier lieu. Ça aurait pu être d'autres sujets. C'est vraiment le fait qu'on soit un lieu ouvert en permanence et où voilà, j'ai emmené mes filles par exemple pour montrer qu'on peut faire ensemble, et que en fait tous ensemble on est beaucoup plus fort et on peut faire voilà, des aventures comme celle-ci. Ouais, c'était tout bête. J'avais un collègue qui avait fait un Kickstarter pour une imprimante 3D, la Printerbot. Donc c'était en retard comme tous les Kickstarter. Et puis voilà, il avait vraiment envie, il n'en pouvait plus, il attendait. Je lui dis attends, on regarde. On a atterri à la Gaieté Lyrique où il y avait le TMP Lab et Usinette qui étaient en résidence et ils faisaient des démonstrations d'impression 3D, donc on est allé voir. Et puis après, voilà, c'était pas pratique pour là où j'habitais. Donc du coup, j'ai simplement cherché sur internet et je suis tombé sur l'Electrolab. Nanterre, ça le faisait et voilà, j'ai déboulé quand il y avait que les 150 mètres carrés là derrière. Et Crafty m'a accueilli, le président fondateur, et voilà, c'était parti. Bah, ce qui me plaît, c'est ce que je disais, c'est le fait d'avoir tellement de diversité de gens, donc tous ces regards, toutes ces compétences, toutes ces sensibilités, enfin toute cette richesse du coup. Bah, ça enrichit énormément et ouais, c'est passionnant en fait. Ça nous confronte à l'autre et ça je trouve que c'est essentiel pour s'épanouir. Donc tout l'inverse de se refermer sur soi ou de s'isoler. J'aime beaucoup aussi ce qu'on fait, en fait, les projets. Je trouve voilà, quand il y a toute cette intelligence collective, il se passe des choses absolument incroyables. Après, ce que j'aime pas, c'est les gens, ils sont bordéliques en fait. Et donc c'est souvent le bazar, c'est souvent le foutoir. Et voilà, il faut. Donc du coup, moi je m'occupe pas mal du ménage aussi parce que je trouve que c'est important pour plein de gens qui ont la même sensibilité que moi, pour les visites d'institutionnels. Là, il y a un maire qui va pas tarder à arriver. Du coup, j'ai fait un coup de ménage. Bon, je comprends que chacun soit différent là-dessus, mais ouais, il y a des moments c'est pénible quand même. C'est le range ta chambre, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont été mal élevés, quoi.
Ouais, en fait, moi, dans mes rêves aussi, il y a... donc, on est à Nanterre. Moi, j'adorerais qu'on ait aussi un pied-à-terre à la campagne et qu'on puisse encore faire d'autres choses, diversifier encore nos activités et sortir un peu de la ville. En tout cas, moi, c'est une aspiration personnelle. Et comme voilà, l'Electrolab est dans ma vie, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça un jour. Ouais. Je sais pas, qui va regarder en fait le mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire aux autres tiers-lieux et aux autres gens qui sont dans ces dynamiques, venez nous voir ou invitez-nous à venir vous voir. Je pense qu'on a plein de choses à échanger. Et il y a des choses qui se structurent, mais doucement quand même. Et je pense qu'on pourrait... voilà. On a fait des universités d'été où on a rêvé de faire des choses comme le CCC en Allemagne, le Chaos Communication Camp. Il n'y a pas l'équivalent en France pour les tiers-lieux, les hackerspace et tout. Il y a des gens qui ont essayé, hein, les noms m'échappent, mais ça n'a pas encore pris. Voilà. Ce serait chouette un jour qu'on arrive à se retrouver, passer des vacances ensemble et qu'on échange autour de toutes nos pratiques. Ouais. Je t'en prie. Alors Sylvain Radix, j'ai 38, non je sais plus, par là, c'est, il faut que je calcule, mais je crois que, non 36. Alors, moi je vais parler de mon parcours à l'Electrolab. Moi je suis arrivé en 2011, en fait, voilà, fin 2011, donc je suis arrivé en tant que membre. Je suis assez vite rentré au conseil d'administration, puis au bureau de l'ASSO, que j'ai quitté ensuite en 2016. Ensuite je suis passé salarié, donc j'ai changé de forme d'investissement au sein de l'ASSO, où là j'étais responsable infrastructure. Et j'ai quitté ce poste-là il y a maintenant de ça quelques mois, enfin, depuis l'automne dernier, où je dirige la filiale de l'association qui est la société Axeltech. Voilà, donc maintenant je suis PDG de l'entreprise. Voilà. Alors, l'Electrolab, c'est un terrain d'expression. Voilà. C'est un lieu de croisement et de rencontre pour des gens qui veulent faire, expérimenter, apprendre en faisant, et un lieu où on va pouvoir échouer. Voilà, où l'échec n'est pas grave, n'est pas dramatique. Voilà. Et on va croiser d'autres gens intéressants et intéressés. Voilà, ça va souvent de pair. Voilà. Et où derrière, ensuite, on va trouver tout un tas de moyens qui vont pouvoir donner libre cours à son imagination. Donc voilà, un terrain d'expression technique et un terrain d'expression technique sans limite. C'est-à-dire que voilà, alors on reste dans le cadre légal, mais voilà, où sky is the limit, voilà, et on va pouvoir faire aussi bien du nano que du spatial. Alors, ce qui fait l'Electrolab, ce qui fait un lieu unique, la transversalité, c'est-à-dire d'avoir vraiment de tout sur place, d'un point de vue matière, d'un point de vue moyen, d'un point de vue gens, voilà, des gens de tous leurs horizons, et ensuite dans les machines, vraiment d'avoir de l'électronique, de la mécanique, une salle blanche, voilà, d'avoir vraiment de quoi faire un proto de A à Z sur place. Et au-delà ensuite des moyens, dans l'aspect unique, c'est cette ambition de dire on veut pouvoir faire des choses sans limite, au sens et on s'en donne les moyens, c'est-à-dire qu'on va se donner les moyens d'avoir les équipements qui vont bien pour pouvoir se concentrer sur les projets et non l'infra autour des projets. C'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est le club de thé où il n'y a pas que du thé. Voilà, c'est le troisième lieu, voilà, où on va pouvoir faire autre chose avec d'autres types de gens. Voilà, trouver une autre tribu que celle du travail, que celle de familiale et autres. Voilà. Alors, c'est pas un Fab Lab au sens où ça n'a pas la même vocation exactement, même si la philosophie est assez proche. C'est pas juste un atelier partagé. Parce que l'idée, c'est que les gens viennent participer dans l'échange et pas juste venir exploiter les machines as a service, voilà. C'est beaucoup plus de ce point de vue-là un hackerspace, au sens on cherche à ouvrir la boîte noire et à comprendre comment fonctionnent les choses. Mais on peut appeler ça aussi autrement, un laboratoire d'initiative populaire, voilà, il y a moultes appellations qui pourraient convenir.
Alors, l'Electrolab, en tant que structure culturelle, n'a pas vocation, ni objet, ni droit de faire du service commercial, de la presta, etc. etc., etc. C'est bien normal et, comme dit, c'est absolument pas l'objet. Maintenant, pour des questions simples d'argent, voilà, les frais de fonctionnement augmentant énormément, que ce soit le loyer, l'électricité, etc., etc., l'association a besoin de rentrer et on a beaucoup, l'association avait beaucoup de demandes de est-ce que vous pouvez me faire ça, m'intégrer ceci, cela, ce à quoi on répondait toujours non, c'est pas notre objet, c'est pas notre truc. Mais ces demandes arrivaient, donc on s'est dit bon, en fait il y a peut-être l'occasion, il y a peut-être matière à monter une filiale. C'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis un moment et le coup de boost pour la lancer a été un appel à projet de la NCT, qui était manufacture de proximité, auquel on a répondu de travers en disant voilà, ce que vous proposez, on comprend ce que vous voulez faire, mais on pense que la manière de le faire c'est pas comme ça, et donc on a proposé une autre manière. Bon, on a été pris. Et du coup ça a donné le kickstart pour lancer tout ça. Et donc aujourd'hui, Axeltech est du coup une filiale de l'Electrolab, donc totalement indépendant dans sa gestion. Et l'Electrolab est le seul et unique actionnaire de la filiale. Donc en fait, l'intégralité des dividendes de l'entreprise reviennent à l'association. Maintenant, l'entreprise est membre de l'association comme n'importe quel autre membre d'entreprise, loue de l'espace au même titre que les autres, a les mêmes droits et devoirs qu'un autre membre. La seule différence, c'est que j'ai pas de droit de vote à l'AG. Sur Axeltech, alors la spécialité, je vais faire du conseil de l'accompagnement en industrialisation, notamment pour soit PME, soit artisans. Voilà, donc par exemple des gens qui font de la bière, qui vont avoir besoin d'avoir une machine, faire du nettoyage de fûts et qu'on bidouillait un truc, sauf que quand on ouvre la boîte, on voit il n'y a pas encore eu de mort, c'est un miracle. Voilà, donc en faire quelque chose qui soit fiable, on va passer de la bitouille à un outil, voilà, accompagner sur ce genre de choses. On a aussi des produits qu'on fait en propre. Là, notamment dans le domaine du spatial, on fait des stations sol avec une autre entreprise qui est Adrelis, voilà, pour faire la communication avec des satellites, notamment universitaires. On fait des positionneurs d'antennes pour des radioamateurs, des antennes, ce genre de choses. Et le dernier point que je fais aussi, ça va être de l'accompagnement des membres d'entreprise au sein de l'Electrolab. Parce que les formations, notamment sur les machines et autres, au sein de l'asso, se font entre membres. Et donc, envoyer des salariés le soir à 21 h pour que des bénévoles forment des salariés, bon, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Mais on ne peut pas vendre. L'association ne peut pas vendre des prestats de formation pour les former sur les machines, parce que c'est contraire à l'objet. Voilà. Moi, d'un point de vue entreprise, je peux le faire. Voilà, et ça permet du coup d'accompagner les gens qui travaillent au sein de l'asso et d'avoir toujours toute cette communauté qui va avancer dans le même sens, payer les impôts qui vont bien au bon moment et faire tout correctement. Alors ce qui m'a motivé à venir dans ce lieu, alors moi je suis arrivé au lab de manière un peu bizarre, c'est qu'en fait je suis arrivé au sein d'une discussion où je cherchais des infos pour les démonter. C'est-à-dire que sur les questions des hackerspace en France et en 2010, ceux que j'avais vus, c'était beaucoup des gens qui tournaient autour d'un totem nommé imprimante 3D en disant moyen de production de l'avenir, ça va remplacer un presse à injecter. Qui est une ineptie. Et donc du coup quand on m'a parlé du lab, d'Electrolab, on me dit hey, t'as vu, ils font un truc un peu différent. Je dis bon, je les connais pas, je vais aller voir, essayer de retrouver des arguments. Et là je suis tombé sur le blog où ils venaient de récupérer un tour de 2 tonnes, où on voyait du coup le sérieux. Et quand on avait besoin de temps pour récupérer des machines sans mettre tout le monde en danger, l'ambition dans le sens de donner les moyens d'avoir les outils pour faire les projets correctement. Et après il y avait aussi les photos du repas qui va avec, et donc là on voyait bien les moments de détente et de déconne. Donc voilà ce qui m'a amené là, c'est ce cocktail de déconne, détente, sérieux quand il y en a besoin, et ambition au sens on se donne les moyens de faire les choses. Alors ce que j'aime particulièrement ici, l'aspect vivant. C'est-à-dire que l'aspect que c'est toujours un lieu en mutation, il y a toujours des choses en évolution, voilà, il y a de nouvelles machines, des nouvelles opportunités, des choses à voir.
l'occasion d'avoir accès à des moyens et ou des lieux atypiques, que ce soit sur des recherches de bâtiments, on visite des trucs. Voilà, on a pu rentrer par exemple dans les catacombes de la Défense. Donc entre la dalle de la Défense et les autoroutes, c'est des cavernes de béton gigantesques. Voilà, c'est des lieux auxquels on a peu accès. On a eu des visites qui ont été organisées spécifiquement pour l'Electrolab, que ce soit sur les accélérateurs de particules et autres, donc qui permettent de faire des visites un peu plus parfois poussées que pour du grand public et autres. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui sont assez fun. Ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est de devoir se consacrer à pas ce qui est l'objet. C'est-à-dire que avant, bon, on paye un loyer, tout ça, ce qui est normal, mais il y avait une part d'équilibre entre les moyens qu'on consacrait pour rentrer des sous pour remplir l'objet et ceux pour payer le loyer, voire pour payer le frais de fonctionnement, électricité, les fluides, quoi. Aujourd'hui, ce truc-là est complètement déséquilibré et il n'y a plus rien pour remplir l'objet. Et donc, ça fait chier. Voilà. Stay tuned, venez visiter. Si l'autre truc qui me fait chier, la complexité qu'on a à faire comprendre ce qu'on fait et comment on le fait sans faire visiter. C'est une vraie complexité qu'on a. Voilà. Alors, la spécialité, c'est de ne pas en avoir. La spécialité, comme on dit, on pourrait dire, c'est on est spécialisé dans le prototypage. Okay. Voilà. Donc, et donc avec tout ce que ça englobe. C'est Camoulox. Je m'appelle Cécile Avelino, j'ai 34 ans et je suis salariée de l'Electrolab depuis 2018. Alors je suis chargée de communauté. En gros, je m'occupe de faire le lien entre les gens, par exemple qui arrivent avec une idée, un besoin, etc. Et puis dire « Ah, tu devrais parler à machin », voilà. Alors pour moi, l'Electrolab, c'est un lieu où des gens se rencontrent autour de la technique, principalement, pour échanger leurs connaissances, leur savoir-faire, etc. Et en fait, l'Electrolab met à disposition tout ce qu'il faut pour mettre en pratique ces choses-là. Parce que un peu plus que de discuter simplement autour d'un verre voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut de la petite vis à une machine-outil pour faire tout ça. Bah, on est un hackerspace, donc c'est la communauté. Et puis je pense le croisement de vraiment tout un tas de disciplines. C'est-à-dire que y a beaucoup de lieux qui ont plein de choses, mais même si on n'a pas tout, je veux dire, quelqu'un arrive avec une idée il veut développer une compétence ou il veut faire un truc spécifique, il y a les moyens pour le mettre en place, même si on l'a pas déjà. Et puis ça fait kiffer les gens, quoi, de se dire ah bon, on va aller récupérer tel truc alors qu'on l'a pas. Alors il y a c'est cliché, mais il y a un peu de tout. Mais donc déjà les gens qui l'ont fondé, c'était des gens qui aimaient la technique, beaucoup d'ingénieurs au début. Mais ça a quand même pas mal évolué parce qu'aujourd'hui on peut avoir autant de retraités que d'étudiants et même de lycéens maintenant. Depuis peu, on a baissé l'âge d'adhésion à 15 ans et depuis cette année-là, il y a quand même pas mal d'adhésions justement de jeunes comme ça qui sont qui n'ont pas la place en région parisienne de faire dans leur chambre tout ce qu'ils peuvent faire ici, quoi. Donc vraiment, on a un peu tous les profils. Après, bien sûr, le point en commun, c'est quand même d'aimer bricoler et la curiosité de découvrir des choses, quoi.
Je pense que je suis assez attachée au fait que et ici globalement on est assez attaché à ce que ce soit ni le travail ni la maison au sens sociologique du terme. Et c'est parce que ici le but c'est quand même de faire croiser des gens qui viennent pour des raisons différentes, donc que ce soit pour le travail et pour le loisir, et c'est le fait qu'ils viennent pour des raisons différentes qui fait que ça peut créer de l'émulsion, voilà, et pour ça peut se faire que dans un endroit où tout le monde s'y sent bien, et du coup il faut que ce soit un tiers-lieu qui est ni le travail ni la maison. Parce que dès que si c'est la maison, parce que bon, là, on a traité le travail, mais si c'est la maison, il y a des gens qui sont chez eux, et s'ils sont chez eux, les autres peuvent pas y rentrer, quoi. Donc voilà, il y a un peu cet enjeu, et puis bon, voilà, c'est un truc qu'on travaille. Je pense que c'est compliqué de le définir autrement que comme un hackerspace parce que la communauté y est très attachée, et puis je trouve que ça reflète la réalité dans le sens où un hackerspace n'a pas de définition précise, c'est-à-dire que là où il y a une communauté et c'est ça qui fait le truc, donc ouais, hackerspace ça nous va quand même pas si mal que ça. Au sens administratif du terme, on a un conseil d'administration qui est renouvelé chaque année à l'occasion de l'Assemblée générale. Après, au quotidien, on a quand même tout un tas de dispositifs, alors qui sont plus ou moins saisis selon les périodes par les membres eux-mêmes. Mais par exemple, on fait des réunions de coordination membres salariés toutes les semaines, typiquement. Et ouverte à tous les membres qui veulent, quoi. Pour le coup, voilà. Donc, et après, par contre, sur l'aménagement du lieu, typiquement, il peut y avoir des décisions de prise par les membres qui occupent les espaces. Voilà. Disons que ça dépend du conflit. Non, mais globalement, on essaye de traiter ça en toute intelligence. Souvent, il y a énormément de discussions. C'est vrai qu'il n'y a pas de façon, on n'a pas de... C'est un problème des fois, hein, qu'on n'ait pas de façon claire de régler tel sujet, mais il n'y en a pas eu beaucoup des gros conflits, mais ceux qu'il y a eu sont réglés en discutant, et puis des fois ça s'est fini en se séparant, mais voilà quoi, et c'est arrivé une fois, je te dis ça, tu vois. Non, c'est pas indécent. Donc je suis payée 1880 net. D'abord, je pense que dans mon parcours, j'ai pas de savoir-faire spécifique en technique, etc. Par contre, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que même dans mes études et tout, j'ai toujours cherché à joindre des trucs qui n'étaient pas facilement joignables, etc. Et de toucher un petit peu à tout, ça m'intéresse toujours parce que je me rends bien compte que pour faire un truc aussi compliqué soit-il, il faut avoir une très bonne vision globale. Et du coup, c'est vrai que le lab là-dessus, c'est super parce que tu te poses une question là-dessus, tu as toujours quelqu'un qui peut te répondre ou qui sait qui peut te répondre. Et du coup, ça c'est intéressant. Et puis le croisement, c'est le croisement de tout ça qui fait que tu as toujours un truc à faire ici. Alors non, c'est juste parce que du coup je le connaissais par le biais de ma famille et tout ça, donc j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, non, je suis venue ici après mes études et du coup je suis restée. C'est un biais personnel aussi, mais j'aime bien justement ce fait-là dont je parlais tout à l'heure, de se creuser la tête collectivement pendant des plombes sur les trucs et tout ça. Alors c'est aussi un truc chiant parce que
c'est long et puis du coup il y a des trucs qui vont moins vite que ce qu'on voudrait et tout ça. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même un exercice intéressant que tout le monde se mêle de tout, etc. Tout ça, c'est un exercice intéressant de démocratie. Ouais, je m'appelle Sarah, alias Supernova. Je suis de Nanterre et là je suis à l'Electrolab en ce moment parce que j'ai délocalisé mon atelier créatif, essentiellement couture, mais pas que, pour monter différents projets. Le très très grand projet, c'est de monter un tiers-lieu écoculturel à Nanterre. Et pour développer ce projet, j'y ai associé une marque de création mode et accessoires totalement upcycling. Je pense que je suis membre depuis peut-être 2 ans, 1 an et demi. Mais là, je viens maintenant de façon très très régulière depuis le mois de janvier. Donc ça fait 4 ou 5 mois bien. L'énorme potentiel, l'univers des possibles ouvert avec toutes les machines, les compétences à dispo, l'échange de savoir-faire. Et ce qui m'a là beaucoup intéressée, c'est de faire un pont en fait entre les machines telles que la découpe laser par exemple ou l'imprimante 3D et de venir mêler des techniques de couture pour se faire rencontrer un peu ces 2 univers-là. Et là, je vais commencer à mettre mon nez dans la zone électro. C'est une amie à moi qui est une amie de Vincent, le directeur, le président de la structure, qui m'a parlé de ce lieu et qui m'a amené un mardi pour faire une visite. Voilà, j'ai complètement décablé quand j'ai rencontré l'Electrolab. Voilà, donc bouche à oreille quoi. Moi, je définirais le tiers-lieu comme un lieu alternatif déjà. Un lieu où tu rencontres un truc dans ce lieu que tu n'as pas l'habitude de voir ailleurs. Ni chez toi, ni à ton boulot, ni chez tes potes, ni... je pense que c'est la première définition que je donnerais d'un tiers-lieu. La vision derrière ce tiers-lieu, c'est d'y mettre un petit peu... Enfin, je ne suis pas toute seule. Derrière ce projet, évidemment, on est plusieurs. On est toute une bande de personnes qui, justement, n'avons pas de lieu alternatif où nous retrouver. Nous, notre cam, c'est en premier lieu le spectacle, en fait. Le spectacle, la fête. Et quand on a commencé à faire du spectacle, on n'avait pas de thunes. Et du coup, on a vraiment œuvré dans le système D pour tout ce qui est scéno, lumière, costume, etc. Le spectacle, c'est un endroit très très énergivore en termes de matière. Et c'est dommageable vu le monde dans lequel on vit maintenant. Donc l'idée, en fait, c'est de venir créer autour d'une scène, donc de la culture, des ateliers d'artistes partagés, parce qu'on a un peu des touches à tout, tu vois, on fait de la menuiserie, on fait de la scéno, on fait de la couture, on peut faire de l'électro, etc. De mettre ces machines et ce matériel à disposition de tout le monde, y compris évidemment des artistes en premier lieu. Et ensuite que ce lieu-là puisse rayonner, tu vois, vers la salle de spectacle. Donc on peut imaginer aussi qu'il y aurait des ateliers d'écriture, des ateliers de stand-up, il pourrait y avoir des buffs, enfin voilà, tu vois, si on est équipé pour une scène de spectacle, on pourrait envisager des ponts entre les différents espaces de ce lieu et on y rajouterait une boutique solidaire parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a une vraie demande et il y a une vraie nécessité là-dedans et que nous, en tant qu'artistes, en fait, on va vraiment taper là-dedans, quoi, pour construire, fabriquer. Moi, par exemple, je viens pas de l'économie théâtrale où on va acheter forcément, quoi, tu vois. On se démerde, on va aux encombrants, on se fait du troc. Et donc, en fait, c'est proposer un lieu où il y aurait tout ça en même temps et où tout circulerait là-dedans, tu vois. Tout se répond, tout circule. C'est la fête. Voilà, en fait, que demander de plus que ça. Ouais, on en est à l'étape recherche de lieu. Là, en gros, on a pour l'instant 40 mètres carrés de surface commerciale en bail précaire dans Nanterre-Ville.
Derrière, on y a collé un petit atelier, mais qu'on ne peut absolument pas ouvrir au public. Et cette surface de vente, pour l'instant, nous permet essentiellement de faire de l'apport volontaire de dressing, tissu, accessoires et une revente prix solidaire, entre 1 et 8 euros. Et puis ça nous permet à côté de ça en fait de créer des événements. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose un tiers-lieu nomade et le temps d'un week-end, 3 jours, 4 jours, une semaine, en fonction des lieux et des espaces qui nous sont octroyés, on va être capable de montrer très vite une scène de spectacle, un bar, un café associatif, un atelier, tac tac tu vois. Bon voilà, être nomade c'est chouette mais c'est assez fatigant, donc évidemment maintenant on cherche des lieux, donc là on en est à cette phase là et on cherche 350 mètres carrés minimum pour démarrer la première step quoi. Déjà je vais rebondir sur ce truc là, en effet c'est un milieu masculin mais c'est pas un milieu masculiniste et viriliste. C'est vrai qu'il faut se faire une place parce que ici c'est un peu un monde de weirdo. Donc voilà, faut prendre le temps de rencontrer les gens, etc. Mais en tout cas ici à l'Electrolab, je rencontre beaucoup moins de sexisme que dans la rue en fait. Et puis je pense que voilà, on est les héritiers et les héritières d'une société patriarcale, donc forcément le bricolage, l'électronique, etc. c'est plutôt appris aux petits garçons. Donc quand on est nana et qu'on n'a pas du tout baigné dans ce genre de milieu ou qu'on n'a pas acquis ces compétences-là, je pense que c'est compliqué de se pointer dans un lieu comme l'Electrolab par exemple. Après, je crois savoir que cette structure œuvre beaucoup pour justement, avec par exemple l'antenne codée au féminin, etc., pour essayer d'ouvrir ces espaces-là aux femmes. Et aux jeunes femmes qui sont encore très bercées dans l'idée qu'elles ne seraient pas compétentes pour faire ce genre d'activité-là. Je crois que voilà, il faut bosser dans ce sens-là en effet. Là où peut-être ça peut rassurer les gens, c'est qu'en effet, voilà, moi je trouve que c'est un lieu qui est beaucoup moins viriliste que d'autres en fait. Bon, je crois que je vais dire merci. Je vais dire merci aux personnes qui ont fait que ce lieu existe, parce qu'en fait c'est une nécessité absolue que ces lieux-là existent. Pour des personnes comme moi, pour plein d'autres personnes également. Enfin voilà, il y a besoin de lieux alternatifs où on peut s'échanger des compétences, où on peut échanger du savoir-faire. Je sais que c'est vraiment la galère, en fait, c'est très précaire. C'est très précaire de monter des lieux comme ça parce que ça coûte cher, parce que c'est beaucoup de gens qui donnent en fait énormément et sans ces gens-là, ce type de lieu n'existe pas et je crois qu'il faudrait inverser cette vapeur-là dans le sens où il faudrait faciliter la mise en place des lieux comme l'Electrolab, comme des hackerspaces ou comme des tiers-lieux. Parce que on est très au courant maintenant que le monde dans lequel on vit là va droit dans le mur et donc ça c'est clairement des alternatives qui pourraient être plutôt positif pour fabriquer le monde de demain. Donc, let's go. Oh les cœurs, le queer power.